Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'utilisation d'un perceptron simple dans un problème multiclasse. Et pour cela, nous allons utiliser la sempiternelle base Iris. Le brave Fischer, il aurait dû demander de royalties, hein, voilà, mais bon, vu le nombre de tutos qui a dû s'écrire ou d'exercices qui ont dû se faire avec cette fameuse base Iris, hein, voilà. Donc voilà le schéma du perceptron simple et on a trois sorties. Parce qu'il y a trois modalités de la variable cible, hein. On est bien dans un problème multiclasse. La variable cible n'a pas deux modalités, simplement deux. On est trois modalités, hein, donc multiclasse. Alors, trois classes, c'est TOSA, versicolor, Virginica. Alors, c'est quoi la particularité? Parce que c'est extrêmement trivial, hein. Je pense que si on fait une requête Google là-dessus, on doit avoir tout un tas de tutoriels qui sort. Bah, la vraie particularité, c'est qu'on va utiliser la librairie PyTorch. Alors, PyTorch, hein, c'est une librairie qui est connue, hein. Je mets le lien avec le site qui est là. Très bien. Il est là. Hein, donc très connu. Et tout récemment, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, hier en fait, hein, voilà, où je montre l'utilisation de PyTorch dans la réalisation d'un perceptron simple et multicouche pour un problème binaire. Alors pourquoi je suis à fond dans PyTorch en ce moment? Parce que j'ai fait le bilan avec les étudiants et je me suis rendu compte qu'ils avaient des difficultés avec PyTorch de rentrer en fait dans le PyTorch. Pour moi, PyTorch, c'est une librairie comme une autre. Il suffit simplement de comprendre les méthodes. Si on comprend les méthodes, comment faire avec une librairie, il suffit de regarder un peu la documentation. Normalement, on s'en sort. Normalement, on s'en sort. Mais c'était pas aussi simple que ça. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour mieux préparer l'année prochaine? Ben, pour mieux préparer l'année prochaine, j'ai décidé de faire des séries de vidéos sur PyTorch justement pour que les étudiants aient suffisamment de références pour avancer plus facilement dans la réalisation des exercices et dans la réalisation de leurs projets. Voilà. Donc j'ai expliqué tout ça dans cette vidéo aussi, hein, que j'ai mis en ligne hier, hein. On voit bien la date, la 22 mai. Donc je vais pas trop revenir là-dessus. Pareil également, PyTorch, j'en ai parlé, donc je vais pas trop revenir là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier ici, dans cette vidéo, par rapport à la précédente? Ce qu'il y a de particulier, c'est que du coup, là, maintenant, j'ai trois sorties. Donc, il va falloir gérer ça. Et ça va passer par, justement, un encodage particulier de la variable cible. On va faire un codage disjonctif complet, en fait, un one-hot encodeur, si vous voulez. Donc, la variable cible, déjà, il faut la recoder. Voilà. Ce qu'on n'a pas fait, hein. Ce qu'on a fait, mais de manière très simplifiée dans l'ancienne vidéo, dans la précédente vidéo. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément également qu'il va falloir gérer, c'est que du coup, là, on n'utilise plus un sigmoïde, là. On va utiliser une autre fonction de transfert, qui est une fonction de transfert simplement softmax, de manière à ce que la somme des probas soit égale à 1. C'est ça l'idée. Donc, par rapport à la précédente vidéo, voilà, où on traite d'un problème binaire, là, on va traiter d'un problème multiclasse, et ça a pour conséquence d'introduire un encodage supplémentaire de la variable cible, un encodage approprié par rapport au problème qu'on veut traiter. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'au lieu d'utiliser tout simplement ici une fonction de transfert sigmoïde ou relu, ou tout ce que vous voulez, il faut s'assurer que la somme des probas soit égale à 1, puisqu'on a plusieurs sorties là. Et pour cela, on va utiliser une fonction de transfert softmax, qui a aussi son paramètre qu'il faudra regarder, hein, voilà. Très bien, voilà, j'en dis pas plus, hein. De toute manière, je mettrai en ligne les différents outils. Là, on a le notebook qui est là, bon, très bien, et les données, je vais les ouvrir rapidement, mais tout le monde connaît la base Iris, hein. On est absolument d'accord là-dessus. Vous avez ici les quatre variables explicatives, voilà, qui sont les caractéristiques des fleurs, et là, vous avez l'espèce de la fleur, hein. Je vais mettre un bleu là pour qu'on voit bien que c'est la variable cible. Je sauvegarde tout, et voilà. Allons-y alors. Comme d'habitude, j'ai préparé le notebook et on va le exécuter, on va le faire, on va le lancer, les différentes cellules pas à pas. Autre élément très important également, j'avais insisté dans la précédente vidéo, c'est mieux de la regarder avant de regarder celle-ci, hein. Voilà, j'ai créé un environnement où j'ai mis toutes les librairies qui m'étaient nécessaires et notamment PyTorch. Voilà. Alors, toujours comme réflexe qu'on devrait avoir, c'est vérifier les versions. Donc là, j'affiche la version de Python, j'ai la 3.11.9 pour ce tuto-ci, voilà, et j'affiche la version de PyTorch que j'utilise moi, et la version que j'utilise, c'est la 2.2.0. Voilà.
C'est vraiment une habitude à prendre parce qu'il y a souvent des mises à jour dans les packages et des fois elles sont bien documentées, on nous alerte là-dessus, et puis des fois c'est pas, ça passe un peu sur le boisseau, on ne sait pas ce qui se passe et il faut absolument qu'on soit vigilant. Une fois que c'est fait là, j'importe les données. Toujours les mêmes étapes, hein. 1, vérifier les versions. 2, on importe et prépare les données. 3, on modélise et 4, on évalue. Voilà. Alors, donc j'importe les données, donc je charge le dossier, je charge le fichier et j'affiche les caractéristiques. On a bien le fichier iris usuel avec les 4 descripteurs qui sont là et la variable cible qui est là. C'est un problème extrêmement trivial, on est d'accord là-dessus, hein. Enfin, 3 nuages gaussiens dans un espace à 4 dimensions, c'est extrêmement discriminable, hein. Bien, très bien, donc une fois que c'est bon, là, je partitionne un apprentissage test. Donc là également, c'est très simple. Donc j'ai chargé le data frame là que j'ai appelé D et je le fais en train et test, voilà, avec une taille d'échantillon test de 50 individus et le complément donc 250, donc 100, ce sera le train et je fais un tirage stratifié pour que la proportion des classes soit les mêmes dans les 2 sous-ensembles. Random stat, c'est pour que ce soit reproductible pour vous. Voilà. Je vérifie les dimensions. On a bien 100 individus sur le train et 50 sur le test. Très bien. Alors, j'en avais parlé longuement dans cette vidéo-ci. Il faut qu'on prépare les structures pour qu'elles soient compatibles avec PyTorch. C'est-à-dire qu'il faut que nos matrices de données, ou nos data frames, ou nos matrices NumPy, il faut qu'on les mette sous forme de tenseurs. Tenseur, ce n'est ni plus ni moins en fait que des matrices, hein. C'est ni plus ni moins que ça, mais optimisé pour le traitement qu'on veut faire par la suite, les traitements de deep learning, machine learning. C'est juste ça. Donc les mettre à la sauce PyTorch tout simplement pour qu'ils sachent bien le manipuler. Bon, ça peut être fastidieux, mais bon, au moins, si on a compris le principe, il n'y a absolument aucune difficulté, mis à part le fait qu'il faut créer des lignes de code supplémentaires. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que je fais moi pour préparer mes structures? Déjà, je mets à part les descripteurs, les variables explicatives si vous voulez, voilà, et je mets à part la variable cible. Là, déjà, il y a une particularité. Warning, voilà. Ici, la variable cible, même si c'est un vecteur, il faut la mettre sous forme de data frame panda. C'est pour ça que je n'ai pas mis un -1 tout court ici. À ce moment-là, on aurait un type series à la sortie. Et ça, quand on va l'encoder en 0,1, il ne sait pas le gérer. Donc, il faut mettre le 2 points pour dire de la dernière jusqu'à la fin. Mais il n'y a qu'une colonne, en fait, hein. En revanche, le type de données qu'on va avoir, ce sera bien une matrice. C'est ça qui est important. Donc ça, c'est les genres de choses où on perd beaucoup de temps. Je connais suffisamment les étudiants, ça marche pas, ça marche pas, hein, tu vois. Et tous ceux qui enseignent en salle info connaissent ce message-là, ou ce son qui sort de derrière les fagots là-bas, là, ça marche pas. Voilà. Bah oui, parce que les librairies ont été programmées par des personnes comme vous et moi, hein, voilà, qui développent simplement des algorithmes de machine learning. Et à un moment donné, bah, ils ont un prérequis, ils ont pris un certain prisme, et c'est à nous, qui utilisons leurs outils, de nous adapter tout simplement, hein. À Rome, on fait comme les Romains. Donc c'est ce que je fais ici. Donc je mets les descripteurs dans une structure à part et je mets la variable cible dans une structure matrice. Voilà. Donc on a bien 2 data frames ici. Le X-train, on a 100 lignes, la partie apprentissage, hein, et 4 colonnes, les 4 descripteurs. Et la variable cible, on a toujours 100 lignes et on a une colonne. Donc c'est pas un series là, c'est un data frame. On est d'accord là-dessus. Alors, comme je vais lancer un réseau de neurones et que je suis pas sûr que les variables sont sur les mêmes unités, je les ramène sur la même échelle en faisant un centrage en induction. C'est relativement standard. J'ai expliqué ça suffisamment en cours. Alors là également, hein, le cours que je fais, il est là, hein, il est extrêmement simplifié, hein, voilà. Mais bon, moi, généralement, j'utilise pour mettre les étudiants pour que les étudiants soient, pour mettre le pied enfin bref, pour que les étudiants soient préparés. Donc c'est là, et là où ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la page 16, c'est celui-là. Donc on a le détail des calculs là. Très bien. Donc, une fois que c'est bon, ça. Voilà, donc je fais un centrage réduction. Voilà, et j'affiche les 10 premières lignes pour qu'on vérifie ça. Les dimensions ne changent pas, hein. 100 lignes, 4 colonnes. On n'a fait qu'un centrage réduction avec le standard scalaire de scikit-learn. Très bien. Et j'affiche les 100 premières lignes. Voilà. Bien sûr, si on calcule la moyenne par colonne, on aurait 0. Et l'écart type par colonne, on aurait 1. Alors, c'est là que c'est important par rapport à PyTorch, spécificité de PyTorch. Voilà, il faut qu'on mette cette matrice qui est de type NumPy là, il faut qu'on la mette sous forme de tenseur.
pour PyTorch? Ben, c'est juste un transtypage, en fait, hein, un cast, tout simplement. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, je fais le cast. Et maintenant, on n'a pas une matrice NumPy, on a un tensor. Hein. Si je fais ici au-dessus, là, je mets un type de ztrain, voilà, on a bien un NumPy. Et maintenant, on a un tenseur. D'accord. Hein. Bien. Du coup, je continue. La nouveauté maintenant, c'est que dans mon réseau, j'ai plusieurs sorties. Hein. J'ai trois modalités ici. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je l'encode en 0,1. Donc, je vais créer les 100 individus où j'avais qu'une seule colonne. Je vais les transformer en 100 individus, 100 lignes, et 3 colonnes de 0,1 via un codage disjonctif complet. Et pour cela, hein, pour avoir chacune des sorties ici, et pour cela, je vais utiliser le one hot encodeur de scikit-learn. One hot encodeur de scikit-learn prend en entrée un data frame et non pas une série Panda. Hein, il prend un data frame Panda. C'est pour ça que j'avais absolument besoin que le YTrain soit sous forme de matrice. Ici, on voit bien, hein, même si c'est une matrice à une colonne. Même si c'est une matrice à une colonne. Faites attention à ça, hein, parce que c'est le genre de choses où vous avez un message d'erreur. Généralement, les étudiants ne lisent pas le message d'erreur. Hein. Pourquoi lire les messages d'erreur de toute manière? Et ils se perdent en conjecture. Ça marche pas. Voilà. Généralement, on m'appelle. Bon, comme j'ai un peu préparé les TD quand même, du coup, je vois très vite l'erreur. Hein. Dès que je lis le code, je vois l'erreur en fait. Ça étonne toujours les étudiants, mais je leur dis, mais moi, je révise avant de venir. Hein. Je pense que je suis le seul à réviser dans la salle avant de venir. Donc, c'est ce que je fais ici. Et maintenant, j'ai bien une matrice, toujours de 100 lignes, parce qu'il y a 100 individus dans les centres d'apprentissage, et 3 colonnes. Si j'affiche les premières lignes, hein, on a bien des colonnes de 0, 1. Voilà. Alors, pour faire le parallèle entre les deux, j'affiche les 10 premières lignes de mes données initiales. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le premier individu, c'est Setosa. C'est une fleur Setosa. Et donc, là, on a Setosa, première colonne. C'est dans l'ordre alphabétique qu'il le traite. Hein. Setosa, première colonne. Ensuite, versicolore et ensuite virginica. Donc, ici, le premier individu, c'est Setosa. Et donc, la première colonne, c'est 1, 0, 0. Le deuxième individu, c'est virginica. Du coup, on a 0, 0, 1. Ensuite, la troisième colonne, c'est versicolore. Le troisième ligne, le troisième individu, c'est versicolore. Donc, on a 0, 1, 0. Les colonnes ici sont dans l'ordre alphabétique. C'est comme ça que le traite le one hot encodeur de scikit-learn. Très bien. Et ainsi de suite. Vérifiez toujours les transformations. Hein. Moi, généralement, je fais des affichages et je compare. Hein. On peut calculer aussi des statistiques. Hein. J'aurais pu faire aussi des value counts, là. Voilà. Et là, je fais la somme des colonnes. Voilà. Et là, je fais un value count et je regarde si on a bien les mêmes effectifs dans chacune des modalités. Normalement, ça doit être le cas. Normalement, ça doit être le cas. Ça, c'est un exercice intéressant, ça. Hein. Je pense que je vais le rajouter dans ma fiche de TD. Alors, de la même manière, cette matrice 0,1, là, il faut la mettre sous forme de tenseur pour que PyTorch puisse le manipuler. Hein. Donc, c'est ce que je fais ici. Voilà. C'est juste un transtypage, encore une fois, hein, une modification de type. Une fois que c'est fait ça, il faut maintenant que, voilà, je construis la structure. Donc, la préparation de données, elle est très importante, en fait. Hein. Elle est particulièrement importante pour qu'on puisse utiliser convenablement PyTorch. Et c'est ça qui embête les étudiants. Hein. Il y a trois choses qui embêtent les étudiants. C'est un, comment préparer les données. Voilà. Surtout qu'ici, il y a un élément supplémentaire parce qu'on est dans un problème multiclasse. Le deuxième élément, c'est que la structure, il faut la mettre sous forme de classe. Voilà, ça également, c'est pas très usuel, ça. Et le troisième élément, c'est que la fonction fit, en fait, c'est pas qu'une fonction fit, c'est à nous de la programmer explicitement. Oh, pas non plus très violent, hein, on est d'accord là-dessus. Voilà la structure que je dois construire. Qu'est-ce qu'il y a? On a la couche d'entrée vers la couche de sortie. Voilà, donc on va créer cette couche-là. Ici, entre la couche d'entrée et la couche ici de sortie, dans l'entrée de la couche de sortie, voilà, on a des combinaisons linéaires. Donc j'ai mis les coefficients là, avec l'intercept, le biais, qui met par défaut. Donc ça, c'est bon à savoir déjà avec PyTorch. Si on ne spécifie pas spécifiquement, il met par défaut le bias, hein, l'intercept. Très bien. Donc, je me suis embêté à mettre des couleurs. Attends, ça m'a pris du temps, cette histoire. Hein. Voilà. Donc, j'ai mis des couleurs pour bien voir que pour arriver sur cet OSA, on a mis les coefficients en bleu ici. Voilà. Ensuite, pour arriver à versicolore, j'ai mis en vert les coefficients, B0, voilà. Et pour avoir ici Virginica, on a les coefficients en
marron, 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 marron rouge. Voilà, très bien. Sans oublier les intercepts A0, B0, C0. Voilà. Donc, je dois avoir un jeu de coefficients avec 4 lignes, parce qu'il y a 4 explicatives là, voilà, 4 descripteurs, et 3 colonnes, parce qu'on a 3 sorties ici, 3 modalités de la variable cible. Voilà. Plus un vecteur avec 3 valeurs, parce qu'il y a 3 intercepts. Voilà. L'autre élément important, c'est la fonction de transfert. On peut pas utiliser, on peut, enfin voilà, mais on veut que la somme des probas fasse 1. À ce moment-là, c'est plus intéressant d'utiliser softmax. Alors ça, tout simplement, je l'ai su en lisant la doc de PyTorch, hein. Ça également, c'est quelque chose que je dis tout le temps aux étudiants. Une grosse partie de mon travail consiste à lire déjà les articles scientifiques. Je passe vraiment beaucoup de temps à les lire, voilà, pour savoir s'il y a des choses à en tirer pour mon enseignement. Et ensuite de lire la documentation des logiciels. Parce que je vais les utiliser en TD, je vais les introduire en TD, et je veux être sûr, hein, je veux être sûr que le logiciel fait exactement ce que j'attends moi, hein, par rapport au cours que je viens de faire au tableau. Hein. Si je fais un cours d'une certaine manière et qu'ensuite je lance les TD et que dans les TD on utilise une librairie qui a programmé les choses différemment, voilà, les étudiants vont me dire mais attendez, vous vous moquez de nous là. Hein. Donc il faut absolument d'une part, connaître le cours, ce serait pas mal, hein, mais deux, aussi, regarder la documentation des logiciels pour voir comment il a exprimé la méthode. Donc moi, j'ai utilisé un softmax ici. Le gros intérêt, tout simplement, c'est que la somme des probas en sortie que je vais avoir là va faire 1. C'est ça l'idée. Allons-y alors. Donc, j'ai créé ma structure. Ici, l'architecture de mon réseau. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai créé une classe héritière de modules de Neural Network, hein, de PyTorch. Voilà. J'ai surchargé le constructeur. Voilà, j'appelle le init ancêtre, le constructeur ancêtre, hein, et je crée une première couche linéaire qui prend en entrée P, c'est le nombre de variables explicatives. P ici, c'est 4. Voilà, les 4 variables qui arrivent par ici, là. Voilà. Et qui va avoir ici 3 sortie. Parce qu'il y a 3 modalités, il y a 3 neurones, il y a 3 neurones dans la couche de sortie, là. On est d'accord. Donc, ici, le P, c'est le nombre d'explicatives. On est d'accord là-dessus. Et le K, c'est le nombre de neurones dans la couche de sortie. Voilà. Voilà. Et K, donc, c'est le nombre de modalités de Y ici. C'est le nombre de colonnes de la matrice 0,1 qu'on a construite. Une fois qu'on a fait ça, ces sorties-là, ces sorties ici, là, on veut qu'elles soient normalisées avec un softmax. Donc, je crée la fonction de transfert softmax et on a un tableau de données où les lignes, c'est les individus et en colonne, c'est les modalités de Y. On veut que la somme des probas en ligne soit égale à 1. Hein. C'est les probas de chaque individu qui est égal à 1. On est d'accord là-dessus. Donc, on fait appel à softmax et on dit que le dim égale à 1 pour que la somme des probas soit égale à 1 en ligne. Sinon, je mets dim égale à 0 et là, c'est la somme des probas en colonne qui est égale à 1. Ça n'a aucun sens ici. Hein. Et nos individus sont en ligne dans notre matrice 0,1. On est d'accord, hein? Dans la matrice 0,1 qui est là, chaque ligne est individu et chaque colonne, c'est une modalité de Y. Et on veut que la somme des modalités, la somme de chaque ligne soit égale à 1. Hein. Donc, dim égale à 1. Dim égale à 1, ça veut dire que c'est la deuxième dimension. C'est la dimension ligne. C'est la somme sur la dimension ligne qu'on veut qu'il soit égal à 1. C'est non pas le 1, la somme des probas, le 1 ici. Hein. Non, c'est la dimension qui est utilisée. C'est la ligne. Si on mettait 0, c'est des sommes par colonne qui doivent être égales à 1. Très bien. Donc ça, c'est la structure. J'avais expliqué ça dans la vidéo précédente que là, en fait, on définit les outils de la structure. Ensuite, il faut qu'on décrive de manière explicite cet enchaînement-là. Qu'est-ce qui se passe? On doit calculer des combinaisons linéaires, là, là et là, et ces combinaisons linéaires-là doivent être transformées avec un softmax. Voilà. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, je fais la combinaison linéaire de layer 1, voilà, avec le x qui prend en entrée, et ensuite, cette combinaison linéaire-là, les différentes combinaisons linéaires, les trois en réalité, j'applique la fonction de transfert softmax. Voilà. Allons-y. Boum. Très bien. Ça y est. Donc là, tout simplement, j'ai défini la structure. Maintenant, je vais l'instancier. C'est ce que je fais ici. Donc, regardez bien les paramètres. Hein. Ici, le premier paramètre, c'est le nombre d'explicatives. Il y en a 4. Mon Dieu.
Heureusement que je relis, hein. Il y en a 4, voilà. Et ici, c'est le deuxième paramètre, c'est le nombre de modalités de Y. Il y en a 3, parce que dans notre matrice de 0, 1, il y a 3 colonnes. Une fois que c'est fait ça, ben, je fais comme d'habitude. Donc là, il faut regarder ici, hein. Regardez en détail ici, parce que je vais pas revenir en détail là-dessus. Voilà. On a la fonction de perte à définir. Voilà. Je prends une fonction de perte quadratique, tout simplement, hein. Donc elle est décrite ici dans le cours, là. C'est celle-là que je vais utiliser. Très bien. Donc on voit bien qu'on a bien besoin que, d'une part, on a les probas, d'autre part, on a enfin, les valeurs 0,1, donc on peut utiliser ça. On peut utiliser également un cross-entropie, hein. On peut utiliser également un log-loss, voilà, très bien, hein. Mais bon, moi j'utilise une perte quadratique. Et l'autre élément important, c'est l'algo d'optimisation. Je vais utiliser un gradient, une variante du gradient stochastique. Voilà. Je fais remarquer que ici, je ne modifie pas le taux d'apprentissage, hein, enfin la constante d'apprentissage. En tout cas, le taux d'apprentissage. Non, je laisse la valeur par défaut. Pour le savoir, quelle est la valeur par défaut, il faudrait regarder dans la doc de PyTorch. Je vous enjoins à regarder, hein, parce que peut-être qu'on peut le manipuler pour que ça converge plus vite, ou éviter que ça aussi, ainsi de suite, par rapport à vos données. Ça, c'est à vous de savoir. Là, je fais confiance à l'outil, j'ai pris les paramètres par défaut. Simplement, je passe les paramètres du perceptron ici, quand j'appelle le constructeur de l'algorithme d'apprentissage, de l'algorithme d'optimisation. Alors, toujours première vérification, je vérifie les coefficients des réseaux. Normalement, donc, normalement, je dois avoir 3 jeux de coefficients avec 4 valeurs à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 éléments en entrée ici, et là, j'ai 3 neurones, plus les intercepts ici, par rapport au bias, le biais, qui est là. Allons-y, j'affiche. Et on a les coefficients qu'il a initié, qu'il a donc initialisé au hasard au départ. On est d'accord là-dessus, hein? Voilà. Et on a les différentes valeurs qui sont là. Alors, pour que ce soit lisible, je l'ai mis sous forme de data frame et surtout, j'ai fait apparaître les noms des variables, voilà, et les noms des modalités. Et on a bien ici. Donc ça, c'est les coefficients qu'il a mis de manière aléatoire pour démarrer le processus par la suite. Donc ça, c'est quelque chose de bon à savoir, ça, hein. Voilà les coefficients initiaux. OK. Ce qui est très intéressant avec ces outils-là, c'est qu'avec les réseaux de neurones notamment, c'est qu'on peut faire un apprentissage qui est incrémental. C'est-à-dire que j'apprends une version des données, je sauvegarde mon modèle, j'ai des nouvelles données disponibles qui sont étiquetées, voilà, je charge mon modèle, voilà, et je corrige les poids avec les nouveaux individus. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, quand même, c'est un avantage pas mal, hein, des réseaux de neurones. Alors, pareil, hein, j'avais dit qu'il y a les intercepts qui sont là, A0, B0, C0. Allons-y, hein. Voilà les fameux intercepts, les 3 valeurs. Ces poids-là ne sont pas optimisés, hein. On n'a pas touché aux données d'apprentissage du tout, là. Donc non, là, c'est des poids juste fixés au hasard. L'autre élément qui est important, c'est que je vais vérifier s'il a bien en fait appliqué les softmax. Donc, avec les poids initiaux, qui valent rien du tout, hein, initialisés au hasard, j'applique mon modèle sur les données d'apprentissage. J'obtiens des probabilités, hein, voilà, parce qu'il a fait cette transformation-là. Je vérifie que la probabilité, la somme des probas par ligne soit bien égale à 1. Donc, voilà, on a bien ici des probabilités. Et vérifions que la somme des probas par ligne soit bien égale à 1. Je vais ici avec axis égale à 1, dim égale à 1, axis égale à 1. On voit bien que c'est un calcul par ligne. Eh bien, on a bien vu ici. Alors, des fois, il y a des erreurs de troncature, des erreurs de précision, tout simplement, hein. Voilà, on a des erreurs de précision. Mais bon, en tout cas, on a bien 1. C'est ça qui est important. Voilà. Je dis toujours à mes étudiants, quand vous mettez en place un modèle et tout ça, faites des vérifications, faites des vérifications, faites des vérifications. Parce que, voilà, des fois on fait des choses, on pense bien faire, l'outil il a compris autre chose, et après on a un résultat qu'on ne comprend pas, qui fait n'importe quoi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié qu'on a bien des coefficients comme moi je l'attendais, on a bien les bons jeux de coefficients par rapport à la structure du réseau que j'ai défini. Voilà. Et l'autre élément important, c'est que j'ai appliqué une fonction de transfert softmax. Donc, la somme des probas en ligne de ma matrice doit être égale à 1 quand j'applique mon modèle sur les données. Et c'est bien ce qui se passe ici. Tout va bien. Alors, du coup, je vais pouvoir lancer l'apprentissage. La particularité de PyTorch ici, c'est que
on doit nous-mêmes définir la fonction fit. OK, très bien. Donc, j'ai défini un vecteur pour récolter au fur et à mesure la fonction perte quadratique, donc, voilà. Et ensuite, je vais itérer avec nombre d'époches fois. Donc, et un époche, c'est un passage sur la base entière. Donc, voilà. Qu'est-ce que je fais à chaque étape? Je remets je remets à zéro les gradients, pour que sinon, ils gardent les valeurs d'avant. Ensuite, j'applique le modèle. Je calcule le mean square error, si vous voulez. Et ensuite, ce mean square error là, je le sauvegarde et je fais le calcul du gradient et la rétropropagation. Et je mets à jour les poids synaptiques. C'est une des particularités de PyTorch. Normalement, avec d'autres outils, hein, on fait fit. Et lui, il fait tout ça tout seul. On n'a pas besoin de, voilà. Avec PyTorch, voilà, c'est à nous de le faire de manière explicite. Alors c'est fastidieux, je peux reconnaître ça, hein, mais d'un autre côté, on a totalement la main et on peut faire ce qu'on veut. Peut-être que le gradient, il ne faut pas le remettre à zéro à chaque fois. Peut-être qu'ainsi de suite, peut-être qu'ainsi de suite. Voilà. Bah, le gros intérêt de PyTorch, c'est qu'on a cette liberté-là. Alors, toute liberté est dangereuse, hein, parce qu'on a la possibilité aussi de faire n'importe quoi si on ne comprend pas ce qu'on fait, hein. Ça fait des parties des éléments qui déroutent un peu les étudiants quand ils veulent rentrer dans PyTorch. C'est pour ça justement que je fais la vidéo. Très bien, donc c'est prêt ça. Et maintenant, du coup, je peux lancer le fit. Je l'appelais train session, mais j'aurais pu l'appeler fit, hein, ou mon fit, si vous voulez, hein. Voilà, mais bon. On a le Z, on a la matrice des Y, 0, 1, voilà. Là, on a la structure du réseau. Là, c'est le critère optimisé. Et là, c'est l'algorithme d'optimisation. Voilà les différents paramètres qui sont là. Donc, nouveauté par rapport à l'exercice précédent, hein, à la vidéo précédente. Maintenant, le Y, si vous voulez, est une matrice de 0, 1. Voilà la difficulté. Parce que on a encodé en 0,1 ici pour tenir compte des différentes modalités. Une fois que c'est fait ça, alors, bah, vérifions la fonction de perte. Donc la fonction de perte initialement, le mean square error était de 0,26. Voilà. Après optimisation, après entraînement du modèle sur les données d'apprentissage, il est de 0,01. Donc il a quand même pas mal, hein, voilà. J'aurais pu faire la courbe encore une fois comme dans la précédente vidéo, mais je voulais pas le faire ici. Alors, du coup, on a des nouvelles valeurs des coefficients, hein, j'affiche les coefficients, obtenus après entraînement du modèle, et des nouvelles valeurs de l'intercept. Ce qui est intéressant, du coup, c'est de comparer ces coefficients-là avec ceux qu'on a eu précédemment, hein. Là, on avait les coefficients qui étaient initialisés au hasard, voilà, et là, on a les coefficients qui sont obtenus après entraînement du modèle. Voilà ce qui est intéressant. Très bien. Donc finalement, il n'y a pas trop de difficultés par rapport au classement binaire. La vraie difficulté ici était le fait qu'il fallait encoder le 0, la variable cible en matrice 0,1, et du coup, il fallait utiliser une fonction de transfert qui est, en fait, qui est adaptée au problème. Pour l'évaluation en test, qu'est-ce qui se passe? Pour l'évaluation test, sur l'échantillon test, il faut également que je la mette au format tenseur pour que PyTorch puisse puisse le manipuler. Donc, déjà, j'applique le centrage réduction sur les données. D'accord, hein? J'applique le centrage réduction sur les données test, voilà, en utilisant donc la moyenne et l'écart type calculé sur l'échantillon d'apprentissage. Ensuite, là, j'ai une matrice NumPy. Cette matrice NumPy-là, je la mets sous forme de matrice de tenseur pour PyTorch. Voilà. On a bien 50 lignes et 4 colonnes. Ensuite, l'autre élément important, c'est que maintenant, du coup, je peux appliquer le réseau sur ces données transformées. Et je la mets, alors ici, je la détache parce que sinon, en fait, il veut pas manipuler parce qu'en réalité, il veut calculer encore des gradients dessus. Donc, il faut mettre le détache dans ce cas de précis ici. Et je la veux avoir sous forme de matrice NumPy. Voilà. Sinon, si on n'en est que là, pour lui, c'est un tenseur. Et non, non, moi, je vais manipuler des matrices NumPy. Donc, ce tenseur-là, je la mets sous forme de matrice NumPy. Voilà ce que veut dire cette commande-là. Donc, j'affiche les premières lignes et on a bien des probas ici. Alors, faites l'exercice, mais la somme des valeurs en ligne, là, fait tous 1. Hein, toutes les sommes, là, des valeurs en ligne fait 1. Bon, pas besoin d'être prix Nobel, hein. Là, c'est quasiment 0, là, c'est quasiment 0, et là, on est à 0,8976. Donc, ça, voilà. Donc, cette somme-là, à mon avis, elle fait bien 1. Pareil ici également, si on regarde un peu, voilà, ainsi de suite. Bon, je vous laisse faire, hein. Mais bon, à vue d'œil, déjà, on voit bien, voilà. On avait déjà fait la vérification de toute manière. Alors, qu'est-ce qui se passe? On veut faire l'affectation,
à la modalité qui maximise les probabilités. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Sur chacune des lignes chacune des lignes qui sont là, voilà, sur chacune des lignes là, voilà, je dois identifier la colonne pour laquelle il y a la valeur maximale. Et à ce moment-là, je la mets en 1. Et toutes les autres colonnes, je les mets en 0. C'est ça l'idée, hein? Parce que rappelez-vous, hein, quand j'ai fait un encodage ici de la variable cible, voilà, j'avais fait un encodage avec des 0,1. Et maintenant, moi, après le forward, après l'application du modèle, j'ai des probas. Et je vais faire l'affectation à la modalité qui maximise le proba. Hein, rappelez-vous mon cours, hein, argmax. On est d'accord là-dessus. Hein. Alors, bah, du coup, des probas conditionnels. Argmax, des probas conditionnels. Du coup, qu'est-ce que je fais tout simplement? Bah, je calcule le max par ligne. Voilà. C'est ce que je fais là. Hein. Ensuite, je compare le max par ligne avec les valeurs qui sont là. Et axis égale à 1, donc c'est bien calculé ligne par ligne. Et je le mets en entier. Et la matrice que je manipule là, c'est probatest. Voilà. Bon, la commande, elle est un peu cabalistique, hein, mais c'est bien ce que je suis en train de faire. Alors, j'affiche les 10 premiers, et voilà, on a bien la transformation en matrice de 0,1. Hein. Là, on voit bien que le maximum, c'est celle-ci, hein, pour la première ligne, là. Là, c'est 0,97, donc c'est bien. Voilà, on a 3 modalités. Donc, le maximum, il est bien là. Pour la deuxième ligne, le maximum, il est là. 0,97 également. Hein. Sinon, là, c'est quasiment 0. Là, c'est quasiment 0. Pour la troisième ligne, le maximum, il est là. Ainsi de suite, ainsi de suite. On va pas le faire à la main, hein, mais c'est bien l'idée ici. Qu'est-ce qui reste à faire alors? Cette matrice de code qui est une matrice de prédiction, en réalité, il faut que je la transforme en une prédiction, soit c'est TOSA, parce que là, on a bien, donc c'est soit celui-là, soit celui-là, celui-là, mais il faut que je sorte cette modalité-là. Qu'est-ce qui se passe? Je prends le one hot encoder qui était là. Rappelez-vous, hein? Donc là, j'avais fait un one hot encoder, voilà, pour transformer le vecteur des modalités, voilà, le vecteur cible, en une matrice de 0,1. Bah, il faut que je fasse maintenant la fonction inverse. Je prends en entrée la matrice 0,1 et je veux avoir une vecteur de modalité. Donc, c'est ce que je fais ici. Voilà, c'est ce que je fais là. Et là, on a la prédiction. Donc, le premier individu, c'est Virginica. Bah oui, parce que la première colonne, c'est Tosa, la deuxième, c'est Versicolor, et la troisième, c'est Virginica. On est bien dans cet ordre-là. Du coup, pour la première ligne, le 1, il est sur la troisième colonne. Et donc, c'est bien la prédiction Virginica. Pour la deuxième ligne, le 1, il est sur la première colonne. À ce moment-là, c'est Setosa, hein, dans l'ordre ici. Très bien. Et on voit bien qu'il a mis Setosa, etc., etc. Je ne vais pas détailler, mais c'est bien l'idée ici. Une fois que c'est fait là, bah, je peux faire maintenant la matrice de confusion. Je vais faire une petite graphique, hein, genre pour faire joli, hein, pour mettre des couleurs, mais c'est pas ça le plus important. Je fais la matrice de confusion en confrontant les species, l'espèce qui est observée sur l'échantillon test et la prédiction que j'ai obtenue sur l'échantillon test. Là également, du coup, la prédiction, là, elle n'était pas très triviale. Pas très triviale, on est d'accord, hein. Il fallait bien, donc on récupère une matrice de proba, qu'on transforme en une matrice de 0,1 et ensuite qu'on met sous forme de vecteur de prédiction. Voilà. Et on a bien la matrice ici. Si je résume l'affaire, on peut, je vais sauvegarder là pour pas faire de bêtises tout à l'heure. Voilà. On peut mettre en œuvre un perceptron simple avec PyTorch pour traiter un problème multiclasse. Pour montrer cela, j'ai utilisé la base Iris qui est ultra connue. Voilà le premier point. Le deuxième point important, c'est que pour pouvoir le faire, il y a une série de manipulations à faire. La première, c'est la préparation de données. Il faut absolument que le vecteur qui contient la variable cible soit transformé en une matrice de 0,1. C'est ce que j'ai fait avec le OneNote encodeur. Sinon, les autres préparations, je l'avais déjà fait dans cette vidéo-ci. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus. Très bien. Ensuite, le deuxième point important, comme j'ai un problème multiclasse, il faut que j'utilise une fonction de transfert qui soit adaptée. Voilà. Donc, j'ai utilisé le softmax pour être sûr que la somme des probas pour chaque affectation soit égale à 1. Le troisième point important ici, nouveauté également, c'est que quand je fais la prédiction, j'ai une matrice de probabilités. Et donc, il y a une série de manipulations à faire pour la transformer en un vecteur de prédiction. Et en sortie, finalement, on peut créer la matrice de confusion en confrontant
le vecteur observé de la variable cible sur l'échantillon test et la prédiction, le vecteur de prédiction sur l'échantillon test. Voilà, excellent travail à tous.